Alors, retournons en France, si vous le voulez bien. Pourquoi, et à notre concept de liberté d'expression, pourquoi ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression ne défendent-ils généralement que leur liberté d'expression ou leurs idées et pas celles qui leur sont opposées? Eh bien parce qu'ils ne les défendent pas à partir de principes généraux. Tout simplement, il y a des... l'intérêt général consiste à poser des principes généraux. Bon, Montesquieu l'a dit, mais Kant a dit aussi, enfin, que si on prétend imposer une opinion à autrui, il faudrait être sûr que autrui l'accepte. Enfin, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande cassure dans la pensée politique due au marxisme. À Nietzsche et Marx. Nietzsche vous a expliqué la volonté de puissance, quoi. La volonté de puissance, c'est un penseur formidable, bien sûr, Nietzsche. Mais enfin, il a eu des phrases tout de même que les gens ont pris au sérieux, que lui-même a corrigé dans d'autres de ses passages, mais que ses lecteurs n'ont pas forcément retenu. Quand il a dit, par exemple, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que toute observation est biaisée. Ça veut dire que vous pouvez vous passer d'observation. Ça veut dire que la seule vérité, c'est celle que vous ressentez du fond de votre cœur. Enfin, alors on va loin avec ça, dans une espèce d'hyper-subjectivisme. Et puis plus loin, enfin, l'hyper-subjectivisme, ça vous amène à l'idée que la raison du plus fort est la meilleure. C'est des conséquences logiques. Alors il y a des gens qui n'ont vu que ça. Quelqu'un comme Michel Foucault n'a vu que ça dans certains de ses travaux. Puis Nietzsche, un instant encore sur lui, si vous voulez. Il dit à un certain moment, c'est un petit aphorisme que j'ai cité dans mon petit livre sur la sociologie comme science, la fausseté d'un jugement n'est pas une objection contre ce jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, c'est toujours une couverture derrière laquelle se cache l'utilité, les intérêts. Alors les intérêts des personnes, les intérêts des groupes. Alors si vous dites les intérêts des groupes, à ce moment-là, vous avez le fascisme, le communisme. Les deux. Bon, et puis... voilà pour Nietzsche. Puis il y a Marx, bien entendu, qui lui a expliqué que les hommes voyaient le monde dans un ouvrage qui n'a été publié qu'après sa mort, mais quand même qui a exercé une très grande influence après, qui disent que les hommes ne voient jamais le réel que comme dans une chambre noire. C'était l'époque où la photographie, vous savez, se faisait dans... Alors effectivement, l'image qui était reçue par la chambre noire sur la pellicule, sur la plaque sensible, était une image inversée par rapport au réel. Et Marx disait que la perception des hommes ressemblait à la perception de la réalité par la plaque sensible. Donc c'est-à-dire qu'il y a chez Marx cette idée qui a été surabondamment utilisée ensuite, cette idée que les hommes voient normalement la réalité de manière déformée. Est-ce que c'était pas déjà le mythe de la caverne de Platon? Le mythe de la caverne de Platon, c'est un petit peu autre chose. C'est quand même, c'est l'idée, si vous voulez, c'est quelque chose de plus général, le mythe de la caverne de Platon. C'est l'idée que la réalité est parfois difficilement accessible, ce avec quoi un physicien d'aujourd'hui sera d'accord. Par exemple, il vous dit, personne ne doute de la mécanique, de la vérité de la mécanique quantique. On l'utilise tous les jours, enfin, on en voit les applications tous les jours, mais c'est difficile d'associer à la mécanique quantique une certaine réalité. Bon, chez Platon, vous aviez un peu quelque chose comme ça, enfin, je pense. L'idée que la réalité sensible c'était beaucoup plus général, beaucoup. Chez Nietzsche ou chez Marx, chez Freud, bien entendu. Alors, chez Freud, n'en parle pas. Alors, tout est déformé par c'est des instincts d'un type particulier. Bon, alors, vous savez, je crois que ces trois grands penseurs, dont
l'influence sur la pensée moderne n'est pas démontrée. Ça a influencé un tas de gens jusqu'à une époque encore extrêmement récente. Encore, je crois que ça explique en grande partie le fait que vous ayez eu des gens qui prétendaient observer le social tout en niant la validité de l'observation, tout en prétendant que ce qu'on croyait vrai n'était que ce qui était utile. On citait le cas de Bourdieu, ça a été tout à fait typique. Il définissait la sociologie comme une discipline dont la vocation principale, sinon exclusive, consistait à déchiffrer le comportement de gens qui étaient incapables de voir le sens de leur propre comportement. C'est ça sa propre définition de la sociologie. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Daniel Reynaud qui le dit dans la notice nécrologique qu'il lui a consacrée dans la revue française de sociologie. Alors autrement dit, il définissait la sociologie comme une science partant du principe que les gens étaient complètement aveuglés sur eux-mêmes et sur le monde, et la sociologie aurait été, selon lui, la discipline dont la vocation essentielle aurait consisté à décrypter, vous voyez, ce que les gens étaient incapables de voir. D'où il plaçait la sociologie comme une espèce de super-science. Il en parlait comme les Allemands parlaient de la Wissenschaft au début du XIXe siècle. C'était une science qui était plus que la science que pratiquaient les hommes de science. Enfin, presque une religion. Oui, bien entendu, une religion. Mais une religion moins intéressante que notre religion. Et donc on était parti de cette idée de la liberté d'expression que les gens défendent quand c'est la leur et pas celle des autres. Donc vous pensez avoir répondu à la question ? Ou est-ce que vous... Il y a ces premières... Oui, alors après, oui, il y a ça fondamentalement. C'est-à-dire vous avez la légitimation par ces grands courants de pensée irrationnels. La légitimation de toutes ces théories qui discréditent l'observation, qui discréditent l'universalité, qui discréditent la vérité, qui discréditent que sur certaines choses, tout le monde puisse avoir la même opinion. Oui, je pense que c'est fondamentalement, c'est ça. Bon, alors ceci dit, vous avez des choses qui viennent se greffer là-dessus et qui relèvent davantage de micro-phénomènes. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce mode de pensée avec cynisme pour faire carrière, par exemple. Bon, voilà.